on est tous dans des courses folles. J'avais été prendre soin de moi auprès de quelqu'un qui a vraiment pris soin de moi. Une sorte de désarroi, de solitude. Et c'est là que les soins de support sont absolument merveilleux. Bienvenue sur Quand revient le printemps, le podcast qui donne la parole à celles et ceux touchés par le cancer pour qu'ils nous partagent à travers leur histoire ce qu'ils ont fait pour aller mieux. Je m'appelle Camille, j'ai moi-même été diagnostiquée d'un cancer et je suis depuis en rémission. À chaque étape de cette épreuve, je me suis posé des questions sur comment me reconstruire, sur la complexité des émotions que je ressentais et sans forcément trouver de réponse. En gros, retourner à la vie d'avant alors que justement, plus rien n'est comme avant. Et puis je me suis rendu compte que c'était le parcours de bien d'autres patients et que partager tout cela, c'était aussi la clé. Dans ce podcast, vous trouverez des conseils, des trucs et astuces à travers des témoignages émouvants de personnes qui en ont fait une priorité, faire revenir le printemps. Aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, je reçois Françoise, que j'ai rencontrée il y a un peu plus d'1 an. Françoise est une artiste inspirante aux multiples facettes. Elle est comédienne, elle dirige une compagnie de théâtre et elle écrit aussi. Elle est mariée avec Marc et ensemble ils ont 2 enfants, jeunes adultes au moment de son diagnostic. Sa vie de superwoman, super maman bascule en juin 2021 lorsqu'elle consulte car elle se sent fatiguée. Très vite, les nouvelles sont mauvaises. Elle est diagnostiquée d'un myélome, un cancer du sang agressif. On va parler avec beaucoup de poésie aujourd'hui, de comment on redevient active dans le combat d'une vie. Pour Françoise, c'est notamment passé par l'écriture, un texte dans lequel elle parle sans tabou des douleurs, des temps longs, mais aussi des rayons de lumière que sont ses proches et les infirmières aussi. On va parler du rapport au temps, de suivre sa petite voie, de ses amitiés et cet amour qui donne la force de déplacer les montagnes. Enfin, on va parler de savoir prendre soin de soi, notamment quand les traitements lourds sont derrière. Merci beaucoup de votre écoute. J'espère que la conversation vous inspirera autant que moi. Hello Françoise. Bonjour Camille. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Je suis vraiment ravie de t'avoir sur ce podcast, sur ce tout premier podcast. Ouais. Et moi honorée de l'initier. Ouais. Pour commencer vraiment, pour lancer notre discussion, j'avais vraiment envie de revenir sur la personne que tu étais avant ce diagnostic. Quels étaient tes drivers et comment tu fonctionnais avant d'être diagnostiquée? Alors, je pense que, pour le dire très vite, j'étais une femme pressée. Très pressée. Et alors, c'est drôle d'ailleurs parce que un des moments où je me suis rendu compte que vraiment c'était ça qui allait changer complètement dans mon existence, c'est la première fois que j'ai réalisé, le jour où j'ai rencontré mon oncologue pour la première fois, que donc ce diagnostic tombait, et que j'allais plus pouvoir prendre le métro, le bus, les transports en commun. Et donc que j'allais plus pouvoir courir dans Paris, galoper d'un lieu à l'autre pour faire ce que j'avais à faire, enchaîner les rendez-vous, répéter, prendre le train, aller jouer, etc. Que tout ça s'arrêtait. Et là, j'ai compris qu'en fait, j'étais dans un rythme que je m'étais imposé peut-être, de galop, vraiment. Et je le disais très souvent d'ailleurs. Je cavale, je galope. Enfin voilà, on est tous dans des courses folles, souvent. La vie amène ça. Mais je pense que moi, j'en avais fait un système. Et que c'était quelque chose qui me collait à la peau, qui justifiait de mon existence et qui tout d'un coup s'interrompait très brutalement. Donc voilà, j'étais une femme pressée. Donc un peu beaucoup angoissée à plein de sujets. Et le métier que je fais d'actrice au théâtre et de metteur en scène, je dirige ma compagnie, donc tout ça repose sur mes épaules. Évidemment, c'est un choix que j'adore, que je ne remets pas du tout en question. En revanche, je le vivais aussi comme un poids, comme quelque chose de très très lourd. De très lourd et de très responsabilisant et parfois pressant et oppressant. Donc voilà, j'étais une femme pressée et oppressée, mais n'en ayant pas du tout conscience. J'étais persuadée que c'était un rythme joyeux, gai, normal, et que les grands moments d'angoisse que je pouvais traverser parce que c'est un métier précaire étaient tout à fait justifiés.
et que ceux qui ne comprenaient pas n'avaient rien compris à ma vie. Et puis pour finir, je dirais que j'étais une femme qui acceptait beaucoup aussi. Je disais beaucoup oui, même à des choses ou à des gens à qui j'avais envie de dire non. Et ça, tu penses que c'est quelque chose dont tu avais conscience avant ? Ou tu penses que c'est vraiment maintenant a posteriori ? Non, je pense que je ne mesurais pas, en fait. Je pense que ce qu'a permis cette traversée, c'est de considérer la juste échelle des choses, de prendre une bonne mesure, une meilleure mesure des éléments qui constituent l'existence. T'es mariée, tu as des enfants. Comment cette famille, elle a vécu du coup ce tsunami des émotions lors du début de ces mauvaises nouvelles ? En fait, je pense que tout de suite, ce qui a été une grande chance pour moi, c'est que je me suis sentie entourée, protégée et soutenue. Et effectivement, j'ai la chance d'être amoureuse depuis très longtemps maintenant. Oui, cette présence-là de l'homme que j'aime, qui a été très à la hauteur, parce que je pense que c'est une chose très difficile de voir l'autre confronté à la maladie grave et mortelle, avec un diagnostic dangereux, périlleux. Il a été, et il est encore, hyper précieux. Et les enfants, moi j'ai des enfants qui sont grands maintenant, mais le diagnostic est tombé il y a 3 ans. Et donc, mon fils avait 19 ans et ma fille avait 15 ans, 14-15 ans. Et c'est petit, c'est des grands petits, quoi. Donc, ils ont été formidables aussi parce qu'ils ont été très entourants, très tendres, très à l'écoute, très attentionnés et très soutenants. Et je pense qu'en fait, là aussi, la grande chance que j'ai eue dans cette traversée, c'est que tous les 3, pas que d'ailleurs, mais eux 3 principalement, parce que ce sont les êtres les plus proches de moi, m'ont garanti que mon existence était importante, ce qui n'était pas une évidence. Quelle était ta relation vraiment à la maladie, au monde hospitalier avant d'être diagnostiquée ? Et puis on viendra rapidement aussi, on reviendra sur justement le diagnostic, etc., pour bien comprendre les étapes. Mais voilà, quel était ton rapport à l'aide en général médicale avant d'être face à la maladie ? Alors, tu vois, ça revient exactement à ce que je disais au départ, c'est-à-dire cette idée d'être pressée. Et donc, j'avais pas le temps de ça. Donc, je trouvais formidable et un peu incongru les amis qui prenaient le temps d'aller chez l'ostéopathe souvent, l'acupunctrice, se faire masser. Alors, j'étais pas déconnectée de ça, c'est-à-dire que ça me faisait très plaisir les fois où j'y allais, notamment se faire masser. Je trouvais ça merveilleux, mais c'était un luxe un peu exceptionnel et voilà, quelque chose qu'on s'offre une fois par an, quoi. Et j'avais pas du tout conscience de ces soins-là comme étant non seulement nécessaires, mais vitaux. Enfin, on est une entièreté, et donc il n'y a pas l'esprit qui galope et qui fait les choses importantes, et puis le corps qui suit parce qu'il faut suivre. Non, un être, c'est une âme ou un esprit, enfin, et un corps, mais c'est un ensemble. Donc si on malmène l'un ou qu'on le néglige ou qu'on considère que il est là, mais il fait ce qu'il a à faire, et surtout on est indifférent à lui, il se rappelle à nous d'une manière ou d'une autre. Donc, je ne prenais pas soin de moi, en fait, je pense, au sens fondamental. Et d'ailleurs, c'est incroyable parce que le cancer, c'est particulièrement une maladie du corps. Quand on se soigne, on devient vraiment un corps dans le milieu hospitalier. Moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. On s'occupe très peu, finalement, du psychologique. Enfin, en tout cas, les oncologues, effectivement, t'accompagnent sur des sujets d'anxiété, etc. Mais tout d'un coup, il y a cette décorrélation très forte. Et en fait, c'est justement à ce moment-là qu'on prend conscience de l'importance qu'a cette âme, qu'a ce psychologique. Ça, c'est quelque chose aussi, du coup, que tu as vécu, j'imagine.
Oui, alors, étrangement, je pensais que j'étais très au clair avec ça. C'est-à-dire que moi, j'ai un corps, en plus, qui m'a envoyé des alertes très régulières. J'ai souvent somatisé. Alors, somatiser, ça ne veut pas dire qu'on s'invente une douleur quelque part. Ça veut dire que tout d'un coup, comme la pensée, l'âme, la psyché, ce qu'on veut, en tout cas, n'arrive pas à indiquer ce qu'elle a à indiquer, alors le corps prend le relais. Et donc, par exemple, tu vois, j'ai été atteinte de surdité brutale. Personne ne comprenait pourquoi. Tout d'un coup, dans ma vie, à un moment donné, j'ai plus entendu d'une oreille, plus du tout. Et donc, j'avais un acouphène de dingue. Je te raconte ça vite parce que c'est intéressant. Bah ouais. À 25 ans, j'ai ça. Donc, j'ai un acouphène insupportable et donc j'entends en permanence dans mon oreille. Je joue au théâtre, donc c'est insupportable parce que je m'entends parler en volume XXX et j'entends pas ce que me dit mon partenaire. Donc je deviens un peu dingue, je me dis je pourrais plus jamais jouer de ma vie et personne comprend ce que c'est. Bon, je vais voir un premier médecin, un deuxième, personne ne comprend. Et puis, j'ai une amie qui me dit mais va voir tel ORL, il est vraiment formidable. J'y vais, il m'explique, il me montre, il prend tout le temps, il me pose des tas de questions et il ne considère pas que ah oui, bah dommage, un acouphène, on peut pas faire grand chose, c'est pas très grave un acouphène, ce que m'avaient dit tous les soignants que j'avais vus auparavant, considérant que ce que j'avais c'était bénin et pas très important. Et lui prend le temps, mesure dans un petit studio le son, etc. et me dit bon bah alors oui effectivement vous avez perdu 35% d'audition de l'oreille droite. Voilà la raison pour laquelle, mais donc pas du tout dramatisant, si tu veux. Moi, je le prends un peu comme un truc un peu dramatique, mais lui, très calme, en m'expliquant, et alors là, on revient à cette histoire de femme pressée, que dans mon oreille, et dans toutes les oreilles, il y a un liquide qui draine comme ça, et des petits cils dans l'oreille qui aident le liquide à passer. Et puis là, le liquide, il passe tellement vite dans mon oreille que, si tu veux, c'est comme un torrent qui roule, et les cils sont plaqués au plafond et ne peuvent pas faire leur boulot de gestion. Et donc, c'est ça que j'entends. Et il me dit, écoutez, il y a un traitement qui marche bien, qui met un peu de temps. Vous reprendrez peut-être pas toute votre audition, mais ça se tente et c'est très léger. Il écrit son ordonnance. Et puis, il me dit... alors, je vais vous dire ça, vous entendrez ce que vous entendrez. J'avais un grand professeur, le maître machin truc, qui nous disait toujours, on soigne l'oreille. C'est pas rien. L'oreille, ça permet d'entendre et de s'écouter. Voilà, pensez-y toujours quand vous soignez quelqu'un. Je fonds en larmes, je rentre chez moi, il est tard, je peux pas acheter les médicaments. Le lendemain matin, je me réveille, je n'ai plus rien. J'entends parfaitement. Et ça n'est jamais revenu. Donc, j'avais été prendre soin de moi auprès de quelqu'un qui a vraiment pris soin de moi, qui m'a écouté, vraiment, qui a considéré que ce que j'avais, c'était très embêtant, et qui m'a expliqué que peut-être il y avait une autre clé qui pourrait m'aider. Il n'a pas dit « c'est dans votre tête ». Il a dit, vous avez perdu 35% de votre audition. Il t'a accompagné à conscientiser le truc, en fait. Et donc, bon, voilà, quelque chose s'est libéré. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de magie et il n'y a pas de sens à la maladie. C'est-à-dire qu'elle vous tombe dessus et c'est tragique et parfois ça se termine très mal. Mais on peut, dans la mesure du possible parfois, en profiter pour poser du sens dessus. En fait, c'est plutôt ça. Et trouver les symboles qui permettent ensuite d'être plus libre. Parce qu'au fond, c'est ça. Si on revient un peu au diagnostic, du coup, à 2021, donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui t'a fait aller voir un médecin ? Oui. Et puis, voilà, comment tu as appris cette nouvelle qui, du coup, a changé le cours des choses ? Oui. Alors d'abord, j'ai mis très longtemps à aller voir un médecin parce que j'ai considéré d'abord que bon, j'étais fatiguée, mais que tout le monde était un peu fatigué. C'était après le Covid. On était tous fatigués aussi psychiquement par ce que ça avait induit dans nos vies. Et puis j'avais des migraines très lourdes. Et donc j'étais en répétition et l'ami avec qui je répétais me dit « Mais quand même, c'est pas normal que tu aies mal à la tête comme ça tous les soirs, va voir un médecin. » J'avais pas de médecin généraliste. Donc c'est pour te dire à quel point, bon, je tombais peu malade et puis voilà,
je voyais pas l'intérêt en fait de voir quelqu'un sans être malade. Je faisais pas de vérification de la machine. Elle m'envoie donc chez cette amie, je prends rendez-vous, amie médecin, qui au début ne voit rien du tout, me fait faire des analyses de sang, et puis m'appelle en me disant c'est bizarre, il y a une très grosse inflammation, est-ce qu'entre-temps vous êtes tombé malade ? Non. Donc on fait un deuxième bilan sanguin, et là elle m'appelle un soir en me disant, ce que je comprends absolument pas, il y a un pic monoclonal très dense, donc je comprends pas ce que ça veut dire. Elle traduit en me disant vous avez un problème hématologique, ça n'est plus de mon registre, il faut absolument prendre rendez-vous très vite avec un hématologue. Donc, hématologue. Alors oui, là aussi, moi, tu vois, je fais la traduction toute seule, mais elle me le dit pas. Et heureusement que j'ai fait du grec, donc je comprends que c'est une maladie du sang. Mais sinon, voilà, tous ces mots-là sont une espèce de jargon très, très loin de moi, qui va devenir une deuxième langue. Hein, mais là, je comprends pas. Je comprends juste qu'elle est très impérative, qu'elle me dit qu'il faut vite prendre rendez-vous avec le premier hématologue qu'il y en a dans tous les hôpitaux de Paris et que je prends le premier rendez-vous. J'en déduis que c'est un peu important, mais je suis dans le déni, évidemment. Je n'ai pas du tout envie de considérer que ça peut être un cancer. Et donc, je prends rendez-vous. Là aussi, je repousse en me disant « j'ai quand même une représentation, ça va être chouette, c'est dans un bel endroit, je prendrai rendez-vous après. » Et puis tout d'un coup, je visualise que non, en fait, ça va être infernal d'aller à cet endroit-là jouer, que c'est beaucoup d'énergie, que je ne l'ai plus, puisque j'arrive plus à marcher et parler en même temps. Enfin, pour te dire aussi le seuil, la dissociation aussi dans laquelle on est, enfin j'étais, mais je pense que je ne suis pas du tout la seule, on pousse ses limites et on les pousse beaucoup trop loin. En tout cas, je les avais poussées beaucoup, beaucoup trop loin. Et je continue de le faire bêtement aussi dans d'autres registres. Hein. C'est une vigilance qu'il faut continuer d'avoir constamment. Et bref, je prends rendez-vous et en fait, elle voit les résultats, l'oncologue, et elle dit je vais être très directe, il faut qu'on sache très vite si c'est tumoral ou pas. Donc je vous garde. Et là, évidemment, le ciel te tombe sur la tête. T'es accompagnée à ce moment-là ? Oui, je suis avec mon homme qui, lui, a compris avant moi, en fait, a pris la mesure des choses et donc a préparé nos enfants en leur disant que leur maman a probablement une maladie grave. Moi, je suis dans le déni, je me dis « je dois avoir un petit problème de fer, d'anémie, on va me donner des compléments alimentaires et ça ira très bien. » Et puis quand même... C'est un faux déni, c'est-à-dire on s'invente un peu une histoire quoi, pour que ce soit pas trop grave, pas trop douloureux, pas trop insupportable en fait. Mais quand même, en arrivant à l'hôpital, donc le seul hôpital qui a de la place vide, c'est à Antony, une petite banlieue pas très loin de Paris, mais quand même un petit peu loin. Je me dis c'est joli, c'est fleuri, il y a des arbres, c'est le printemps, c'est le mois de mai. Si je dois revenir, ça sera pas désagréable. Bon, et j'ignorais évidemment que j'allais revenir très, très, très fréquemment et pour des choses pas très agréables. Voilà. Ouais. Tu commences rapidement les traitements ? Comment ça se passe ? Et donc, ça commence très, très vite, oui, parce que le diagnostic tombe. C'est un myélome. Un myélome, c'est un cancer du sang. Il y en a 3 sortes. Il y a les lymphomes, les leucémies et les myélomes. Le myélome est le plus rare des 3. Et alors, l'avantage du myélome, c'est que, en quelque sorte, il y a une forme d'auto-guérison puisque... on peut passer par différentes étapes de traitement, mais moi j'ai eu 3 étapes. D'abord l'immunothérapie, c'est-à-dire la chimio légère, dite légère. C'est vrai qu'elle est légère par rapport à la par rapport au reste, mais... ouais, voilà. Et puis une chimio très lourde qui détruit toute la moelle osseuse. Et avant ça, on te prend, c'est assez magique, hein, le corps est formidable, des cellules dites souches, qui en fait sont à l'intérieur de toi et qui sont mises de côté, congelées, etc., et qui te sont réinjectées pour te refabriquer à toi-même une moelle osseuse toute neuve et théoriquement saine. Enfin, saine, elle est saine, et puis après, ça reprend ou ça reprend pas. Mais en tout cas, voilà, c'est ce terme d'autogreffe qui est un peu faux, parce que c'est pas une greffe, mais en tout cas, ce qui est intéressant là-dedans, c'est auto. C'est-à-dire que cette maladie du sang, elle se guérit avec ton propre corps, quoi. On te l'annonce
directement les plusieurs étapes? Oui, Ouais, okay. Dès que le diagnostic est posé, tu vois, donc tu as un plan d'action en tête. Ouais, absolument. Et ça, c'est très, très, très soulageant, d'ailleurs. Parce qu'en fait, le 31 mai, quand on me dit, bon, il est probable que ce que vous avez, c'est ça. Là, c'est la catastrophe, c'est vertigineux, et tu as envie que l'histoire s'arrête tout de suite. Et puis 4 jours après, elle a tous les résultats de l'IRM, du myélogramme et tout. Et là, elle déplie le plan d'attaque, au fond. Et ça, c'est étrangement, alors qu'il est très lourd et que ça va pas être marrant, c'est quand même très, très rassurant. Et c'est une chose importante, je pense, à dire pour les patients, c'est qu'une fois qu'on sait dans quelle direction il faut aller et comment on va composer avec ça, c'est très soulageant. Et donc, ça commence très vite, 4 jours après. Et ta vie, elle, du coup, change du tout au tout. Oui. Hein. Est-ce que, dans quel état d'esprit tu es? Est-ce qu'il y a des choses, tu essayes de te rattacher à des choses qui vont te faire du bien? Alors, les choses qui m'ont fait du bien, tout de suite, d'abord, c'est d'accepter de me reposer, ce que vraiment j'avais du mal à faire précédemment, de faire des siestes quand j'en avais besoin, de dormir. Et mon homme m'a acheté des robes très belles d'été. Et ça m'a fait un plaisir fou de me dire, voilà, je suis mal, je suis diminuée, je suis au bord d'un truc dramatique, mais j'ai des jolies robes. et c'est dérisoire et ça l'est pas. Parce qu'en fait, c'est un rapport à soi aussi qui est valorisant et qui, comment dire, contrebalance cette sensation d'être diminuée, en fait, et d'être réduite à pas grand-chose. Moi, j'avais des tenues de chimio. C'est-à-dire que le matin de mes chimios, je réfléchissais avec mon dressing et je me disais, allez, j'ai envie de me faire belle aujourd'hui. Et j'arrivais... Mais d'ailleurs, j'ai remarqué ça. Souvent, les femmes sont très pimpantes quand elles arrivent pour se faire soigner. Et je pense que c'est une démarche hyper positive de se dire, OK, c'est pas une partie de plaisir, mais c'est pas pour ça qu'on va tout lâcher. Et pareil, tu vois, quand j'étais hospitalisée, la médecin m'avait dit, bon, bah, vous serez en blouse toute la journée. Franchement, moi, je vous déconseille comme les vêtements doivent être lavés tous les jours, échangés, etc., laissez-vous aller en blouse. Et j'avais dit, maintenant, il n'en est absolument pas question. Enfin, je ne veux pas être réduite à rien. Et voilà, et c'est pas, comment dire, c'est pas superficiel, c'est très fondamental. C'est le rapport à soi, à l'image de soi. C'est que pour soi, hein, parce qu'on voit personne dans la chambre stérile, à part les quelques rares qu'on a choisis, et donc, moi, en l'occurrence, mon homme et ma fille. Et puis les soignants qui s'en fichent un peu et qui d'ailleurs, en fait, probablement, sont plutôt réjouis de voir quelqu'un avec un t-shirt jaune, un joli foulard et un pantalon de pyjama plutôt que en blouse et qui est trop mal avec son truc en papier bleu, quoi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas superficiel. C'est un rapport à soi hyper important. Donc ça m'a fait du bien. Et l'autre chose qui m'a fait beaucoup, beaucoup de bien, quand j'avais des pauses dans les traitements, c'était de partir en Bretagne. J'ai une amie qui m'a ouvert sa maison, des amis, elle et ses parents. Et toutes les fois où il y avait quelques petits jours de repos, ça a été un ressourcement, mais d'une puissance folle et d'une réparation immense. Donc voilà, ça c'était énorme et ça contrebalançait la vraie douleur de plus pouvoir faire ce que j'aimais et de voir qu'une partie de ce que je faisais s'arrêtait. Voilà, de ce que j'étais. Parce qu'en fait, c'est ça aussi. C'est que tout d'un coup, on mesure, en tout cas moi j'ai mesuré, la confusion que je faisais entre ce que je fais et ce que je suis. Et donc, je ne pouvais plus rien faire, mais j'étais encore quelqu'un. Et ça, c'était pas du tout évident. Faire, c'est pas être. Est-ce que... Justement, toi, il y a des choses... Alors, donc, cette amie qui t'a ouvert sa maison, c'est incroyable et je trouve que c'est tellement précieux, justement, pour se projeter encore. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres attentions comme ça, peut-être pendant ton hospitalisation, qui, toi, t'ont marqué? Oui, absolument. Bah, j'ai eu vraiment... Là aussi, vraiment, le cercle des amis, c'est extrêmement, extrêmement précieux. Et c'est très, très important de ne pas couper ça. Quand on a la chance d'avoir des amis... il faut nourrir le lien parce que c'est ce qui ramène à la vie aussi, hein, dans toute sa densité. Alors moi j'ai des souvenirs très très précis et chacun en fait se manifestait à sa manière. J'ai des amis qui m'appelaient même pendant
l'hospitalisation, tout en sachant que je ne pourrais pas parler longtemps parce que j'étais épuisée, mais qui avaient besoin d'entendre ma voix et moi besoin d'entendre la leur, et qui comprenaient très bien, évidemment, si je décrochais pas et que j'avais pas envie de parler, etc. Mais voilà, je pensais à une amie notamment qui vraiment, elle, appelait. Une autre qui m'a envoyé pendant toute la durée de l'hospitalisation, mais même avant, après, des photos des tableaux qu'elle allait voir dans des expositions, parce que c'était une chose qu'on partageait et qu'on aimait beaucoup. Et où qu'elle soit, elle m'envoyait des photos de sculptures, de tableaux ou de nature. J'ai aussi pas mal d'amis qui m'ont envoyé des photos de fleurs, d'arbres, de rivières, d'océans. Et ça aussi, ça fait un bien fou parce que d'abord, ça reconnecte à l'extérieur où on ne peut pas aller quand on est hospitalisé, mais même où on ne peut plus aller parce qu'on est trop fatigué et qu'on est chez soi en train de dormir et d'attendre que ça passe. Donc, ces liens-là vers l'extérieur, ils étaient très, très puissants. D'autres m'ont envoyé des fleurs quand je revenais de l'hôpital et c'était tellement délicieux d'attention. Et puis, d'autres dont je savais aussi que leur vie était sur un galop fou. Je pense à une amie éditrice et autrice qui est tout le temps dans plein de festivals, qui emmène aussi ses auteurs à telle et telle foire, salon, etc. Donc qui est quasiment jamais à Paris, qui habite à l'autre bout de Paris. Et ben, elle est venue à moi, elle a interrompu son grand galop et elle disait, mais évidemment, bien sûr que c'est plus important de te voir, toi, que d'enchaîner ces rendez-vous-là, ils attendront. Donc, ça aussi, en fait, non seulement c'est précieux et c'est chaleureux, affectueux, attendrissant et nourrissant, je veux dire, en termes esthétiques, sensibles et tout ça, mais encore plus que ça. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme quelque chose qui me garantissait que j'étais importante pour eux, et que donc c'était mieux si j'étais vivante que morte. Et ça, c'est pas très évident, en fait. Tant qu'on l'a pas vécu de l'extérieur, cet intérêt que les gens vous portent, cette affection, cet amour, moi, j'étais surprise d'être digne de ça. Ça m'étonnait beaucoup. Et ça me bouleversait profondément. Enfin, ça m'a souvent fait pleurer. Si on avance début 2022, si je me trompe pas, tu as eu donc 2 autographes. Oui. Et tu sors des traitements. On t'annonce une rémission complète. Oui. Alors déjà, un petit peu, raconte-nous la joie de cette nouvelle. Oui. Même si le milieu hospitalier mitige un petit peu cette joie et il faut trouver des moments pour le célébrer soi-même. Oui. Et puis, quel est le début de cette phase qui est l'après-cancer ? Je pense que ça aussi, c'est pour les gens qui nous écoutent un sujet très compliqué à comprendre. En tout cas, moi, ça a été vraiment un gros bouleversement de découvrir la complexité de l'après-cancer. Oui. Même si parfois, et je sais que c'est ton cas, et c'est pas un après complètement définitif, mais en tout cas, le sortir des traitements. Oui. Et de recommencer à vivre. Voilà, ces deux moments clés dans la vie de patient. Alors effectivement, c'était plutôt rigolo la manière dont j'ai compris que j'avais une rémission complète, parce qu'il y avait donc une série d'examens. J'étais à l'hôpital pour des injonctions et non, des injections. Mais c'était l'injonction, c'était de continuer à guérir. Même si, donc, comme tu dis, moi, le cancer que j'ai, on m'a bien fait comprendre qu'on n'en guérissait pas. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que je suis en... alors, c'est ça qui est paradoxal dans les mots. C'est compliqué, les mots médicaux, parce qu'on te dit c'est rémission complète, tout en te disant vous n'êtes pas guéri. Alors, quelque chose en toi vrille, parce que si c'est rémission complète, ça veut dire qu'on est guéri. Non, parce que dans ce cancer-là, de myélome, c'est une maladie systémique, donc il y a des phases de repos, disons, de la maladie, et des phases où elle se ravive, elle se réveille. Moi, l'image que j'avais, c'était, et que j'ai toujours d'ailleurs pour essayer de comprendre mieux, c'est un monstre tapi au fond de moi qui pour l'instant dort, ronfle, mais n'est pas mort, il n'a pas disparu, c'est pas évanoui, il est là. Donc on a donné plein de traitements pour que son sommeil soit le plus profond possible, mais on sait qu'il peut se réveiller à un moment donné. Donc il faut composer avec ce truc-là. Bref, le jour où j'arrive là-bas, la médecin qui s'occupe de moi, je la connais pas. Elle a un masque, c'est
pas très loin du Covid, donc tout le monde a encore des masques. Elle bégaye et elle parle tout doucement derrière son masque, donc ça complique un petit peu la communication. En plus, à côté, il y a un autre patient qui parle très fort avec l'infirmière, donc je ne comprends rien à ce qu'elle me dit. Elle me tend les papiers de résultats et je ne comprends pas. Et donc, je finis par lui dire, je veux bien que vous me donniez les résultats, mais en fait, je ne vais pas savoir les lire, donc est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il en est ? C'est une rémission complète. Je dis, mais alors c'est une bonne nouvelle, non ? Oui, oui. Et c'est tout. Et là, je suis dans une furie, une vraie colère. Je me dis, mais comment c'est possible de ne pas... Alors, je ne demande pas un verre de champagne, évidemment, mais... Peut-être, quand même. Mais... de ne pas célébrer ça hyper ponctuellement, avec un sourire et en disant « Ah, Madame Slivka, c'est une bonne nouvelle, c'est la rémission complète qu'on peut lire dans votre résultat. » Donc, ça ne veut pas dire que les traitements sont arrêtés, mais... c'est une bonne nouvelle. Non, on ne prend pas le temps de ça. Et j'étais tellement furieuse que j'en ai parlé avec la psy de l'hôpital en disant « Je ne comprends pas pourquoi le médecin ne s'autorise pas à vivre cette bonne nouvelle-là. 30 secondes avec le patient qu'il a en face de lui. Parce que c'est une bonne nouvelle pour le patient, mais c'est une bonne nouvelle pour le médecin aussi. C'est-à-dire qu'il a bien fait son boulot. Bah oui. Donc ça, c'est un peu déconcertant, ce à quoi d'ailleurs la psy m'avait répondu, mais vous savez, je suis d'accord avec vous, ils ne prennent plus le temps de savourer les bonnes nouvelles, en fait. Et ça, c'est grave, en fait, je pense. Alors, c'est dû à 1000 choses, mais c'est vraiment dommage. Et c'est dommageable dans la relation aussi. Bref, je rentre chez moi, je le célèbre joyeusement avec ceux que j'aime. Et donc, je rentre dans autre chose, effectivement, qui a un drôle d'état où il n'y a plus de traitement lourd. Moi, je continuais d'en avoir quand même, des légers, jusqu'à un certain moment où j'ai eu 1 an sans traitement. Alors, c'est merveilleux parce que ça allège et que tout d'un coup, on retrouve de l'énergie et on peut refaire ce qu'on aime et donc replonger dans la vie vivante et active, disons. Surtout ça, parce que la vie, elle est vivante aussi, même si on n'est pas actif. Et en même temps, il y a des tas de petites choses qui sont quand même très différentes. On ne revient pas à avant. Et tant mieux d'ailleurs. Mais quand même, tant pis pour certains aspects qui sont un petit peu plus caducs, un peu plus boiteux. Donc, il faut faire avec un état nouveau, intérieur et physique, qui de l'extérieur n'est pas du tout visible. Les gens disent « Oh, t'as une mine superbe, dis donc, tu vas bien, ça y est, c'est formidable. Hein. T'es bien sorti d'affaires, puis t'as l'air d'avoir beaucoup d'énergie, c'est génial. » Et toi, tu dis « Oui, mais non, pas complètement. » Et donc, on balance entre le désir de dire oui, ça va beaucoup mieux, mais il y a quand même des tas de petits trucs qui vont pas très bien. Le désir de surtout pas se plaindre et une sorte de désarroi, de solitude quand même. Et c'est là que les soins de support sont absolument merveilleux, mais vraiment au sens fort, parce que tout d'un coup, on est pris en compte, plus que pris en charge, on est pris en compte entièrement, dans sa globalité, de patients qui n'est plus dans le grave, dans le lourd de la maladie, mais qui est encore impacté, ou en tout cas marqué à différents endroits de ce qu'il a traversé. Du coup, soins de support, toi, au début, tu nous en as listé quelques-uns, disant que justement, c'était des choses qui te paraissaient assez loin, en tout cas avant ton diagnostic. T'as découvert comment, ce qu'on appelle les soins de support, et du coup, quels sont ceux, toi, qui ont été, qui ont vraiment changé ton bien-être, au sens améliorer ton bien-être? Déjà, je trouve c'est intéressant, cette expression, je ne sais pas d'où elle est née, mais cette idée de soins de support, cette idée de support, c'est beau, parce que c'est quelque chose qui nous porte, quoi. Et donc, c'est quelque chose qui permet de retrouver aussi une forme d'équilibre dans un état où on perd beaucoup l'équilibre régulièrement. Donc, effectivement, en fait, moi, alors, j'ai découvert tout à fait par hasard, d'abord l'Institut Raphaël et ensuite Ginkgo. C'est quelque chose dont on manque tout le long de cette écoute, de ce regard aussi. Ça ravive, en fait, ça remet dans la réalité
cette série d'épreuves que ça représente, quand même. Et c'est une chance d'avoir des gens qui ont compris qu'on ne peut pas rester et on ne peut pas continuer d'être vraiment vivant simplement en étant soigné merveilleusement bien, parce qu'on a beaucoup de chance en France, mais au niveau de la pathologie même, et de cellules, et de taux. Voilà. Le malade n'est pas qu'une identité pathogène. Et ça, c'est quelque chose que je pense qui est tout à fait perdu de vue dans l'hôpital, parce que les soignants ne sont pas du tout amenés à penser comme ça. Ils n'ont pas le temps, mais ils ne le prennent pas non plus, la plupart du temps. Et donc, ces endroits-là qui offrent les soins de support sont des endroits, des havres hyper précieux. Ce que je trouve très difficile dans l'après, quand le traitement s'arrête ou quand on va plus à l'hôpital toutes les semaines, c'est un peu le côté mince, il y a un truc qui va pas et j'y arrive pas. Enfin, j'arrive pas à trouver un moyen, à trouver les gens pour m'aider. Et c'est vrai que moi, c'est vraiment grâce à ces gens-là que j'ai tout d'un coup réussi à attraper une branche, quoi. Oui, c'est ça. C'est de cet ordre-là, ouais. C'est des branches, c'est exactement ça. Est-ce que c'est des choses que tu avais pré-identifiées ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait des éléments de mal-être que tu avais pré-identifiés et tu t'es dit, il faut que je trouve quelqu'un pour m'aider, je sais pas, peut-être dans le sommeil, ou est-ce que tu y es allé en te disant, je vais pas bien et il faut que quelqu'un m'aide justement à identifier aussi ? C'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'il y avait des choses que j'avais comprises et puis il y avait des choses que je voyais pas vraiment. Et là, justement, les infirmières ou les référentes sont très, très... sont d'une aide folle, parce qu'elles font le relais et elles tissent comme ça pour toi le panel, le paysage de soins qui pourraient t'aider dans tel et tel problème que tu évoques. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est arriver à formuler les endroits où vraiment ça déconne. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait trouver en face ? Elle te dit, bah voilà, moi je pense que ce problème dont vous me parlez, tel truc pourrait vous aider beaucoup. Si ça te va, j'aimerais maintenant parler d'un ouvrage qui est encore personnel, que j'ai eu l'honneur de lire, que tu m'as envoyé, qui me parle beaucoup. Cette démarche d'écriture, est-ce que tu peux nous en parler ? Comment tu l'as abordée ? Et puis après, j'aimerais que tu parler de quelques petits passages, si ça te va. Avec plaisir, oui. Alors en fait, moi j'écris depuis très très longtemps. J'écris notamment pour le théâtre, mais j'ai toujours écrit, voilà. Mais plutôt, enfin pas plutôt, je n'ai écrit que de la fiction. Et donc de l'ordre de l'imaginaire, avec des personnages que j'inventais pleinement et tout ça. Et puis quand le diagnostic a été posé, j'avais un petit carnet que je venais d'acheter, que j'avais acheté dans une exposition très belle au Petit Palais, la dernière exposition que j'ai faite avec mon fils. Et donc j'ai emmené ce petit carnet partout avec moi, et puis un deuxième petit carnet pendant tous les temps de soins, que ce soit donc à l'hôpital, au laboratoire, à l'hôpital de passage ou à l'hôpital longuement dans les chambres stériles. Et dans ce petit carnet, je notais absolument tout ce que je voyais, tout ce que j'entendais, c'est-à-dire les patients autour de moi, les soignants, les accompagnants, les récits, voilà, tout devenait récit, en fait. Tout devenait source d'histoire. Parce qu'en fait, c'est ça, on passe dans les coulisses d'un monde qu'on ne connaît pas. On le connaît parce que, en l'occurrence, toi comme moi, on a eu des bébés, donc on est allé à l'hôpital pour accoucher, ou on est allé voir une grand-mère qui n'allait pas bien, ou on a emmené un enfant parce qu'il avait une appendicite, mais on ne connaît pas les coulisses et on ne connaît pas le dur de l'hôpital. Donc, tout d'un coup, c'était un monde qui s'ouvrait aussi à moi et qui était passionnant, très riche, très nouveau. Et puis, je notais aussi toutes les pensées qui me traversaient. Je notais aussi beaucoup des choses que je vivais en séance de psychanalyse, parce que ça a été un support très, très, très important pour moi et ça continue de l'être. Donc, je notais tout.
D'ailleurs, tu lui donnes un nom à cette personne. Oui, c'est Madame Tenir Bon. J'adore. Ouais. Et tenir bon, c'est pas comme tenir, c'est tenir bon, quoi. C'est très important. Donc, ces petits carnets ont fini par être très remplis. Et en début 2022, en janvier, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ces petits carnets ? Et j'avais déjà commencé à y réfléchir un peu en me disant, j'ai pas très envie d'écrire un truc qui raconte ma vie. Si j'inventais un personnage à qui ça arrive, et puis donc je lui fais traverser tout ce que j'ai traversé. Puis ça me paraissait en fait complètement artificiel. Et après, je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'écrire ça ? D'abord pour pas oublier et pour pas minimiser. Parce qu'en fait, je sais, pour avoir traversé d'autres choses pas très gaies dans l'existence, que la mémoire est très bien faite. Quand quelque chose est trop douloureux, trop pénible, elle efface. Elle efface pas complètement, mais elle met sous le tapis. Et là, je me suis dit non, c'est trop grave et trop important pour que ce soit sous le tapis. Donc, il s'agit, pendant que la mémoire est encore vive, de tout retraverser. C'est pour ça que ça s'appelle la traversée. Parce que vraiment, j'avais cette sensation d'une traversée en mer agitée, et aussi une traversée des apparences. On passe ailleurs, quoi. Donc, j'ai écrit de manière chronologique. Là aussi, je me suis posé la question, est-ce que j'écris thématiquement ? Non. Il y a une histoire aussi, vraiment étape par étape. Donc, je l'ai écrit d'abord pour moi, pour mon entourage, qui d'ailleurs ne l'a pas lu, parce que c'est trop violent pour eux. Ils n'ont pas du tout envie de le lire, ce que je comprends très bien. Mon entourage proche, c'est-à-dire mon homme et les enfants. Et pour les autres aussi, en me disant... Et les autres, c'est très vaste. Pour l'instant, donc, il est à l'état de manuscrit, il n'est pas publié, mais... J'aimerais qu'un jour il le soit parce que je pense qu'il peut faire du bien. Parce qu'au fond, c'est quand même un texte qui donne de l'espoir, même si je ne cache pas les côtés très violents, douloureux et pénibles. Je suis encore en vie, j'ai cette chance-là. Et disons que j'espère avoir fait de cette traversée quelque chose de fructueux, voilà, qui donne un peu des éléments de vie. Il y a quelque chose dont tu parles, moi, qui est un sujet que j'aime bien, c'est une petite voix qui parfois te murmure des choses, parfois dures, parfois moins dures, avec de l'espoir. Est-ce que c'est quelque chose que tu vivais, pendant que tu le vivais, tu le sentais, ou est-ce que c'est a posteriori, quand tu as rédigé, que tu as réalisé qu'il y avait cette dichotomie, et comment tu l'aperçois, comment tu la vis, cette petite voix ? Non, alors cette petite voix, je l'ai depuis longtemps, je pense. Ouais. Alors, elle est en plus, elle n'est pas seule. On est plusieurs. On est très nombreuses. Non, mais je pense qu'en fait, si on est attentif, on en a tous une, et même plusieurs petites voix qui sont plus ou moins bienveillantes d'ailleurs, mais qui en tout cas racontent quelque chose de nous qu'on ne montre pas trop à l'extérieur. Donc non, cette petite voix, je la connaissais. Je pense qu'elle a changé de timbre, changé de tonalité, changé de propos avec la maladie, ça certainement. Mais elle est encore là. Elle est encore là, et d'ailleurs, je pense qu'il y a des moments où elle est là pour sonner l'alerte et dire « Attention, gaffe, là, tu recommences les mêmes conneries qu'avant. » Ou... Quand elle change de visage, elle est là pour, elle, dire n'importe quoi et me repousser dans des mauvaises habitudes. Mon autre question, c'est sur un terme que tu utilises. On en a parlé juste avant. Ouais. Tu utilises l'expression « j'ai de la chance » plusieurs fois dans le texte, alors que c'est un texte difficile. Ça a fait écho vraiment en moi, parce que je pense que je n'ai jamais autant dit le « j'ai de la chance » que depuis 2 ans, alors que c'est quand même paradoxal. S'il y a bien un moment où on trouve qu'on n'a pas de chance, c'est celui-là. Oui. Donc j'aimerais que tu m'en parles un petit peu. Je pense que là aussi, il y a un côté paradoxal. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu te souviens, tout au début du texte, j'allais dire « elle le dit déjà ». Je le dis déjà. Anthony, c'est joli, j'ai de la chance. On a de la chance, c'est le printemps, il fait beau. Bon. Donc, ce jet de la chance-là, il est un peu questionnable et questionné dans l'écriture, c'est-à-dire non, en fait, t'as pas de chance. T'es hyper mal,
t'arrives plus à marcher et parler en même temps, t'as mal à la tête tous les jours. Et en fait, dans 10 minutes, on va te dire que t'as un myélome stade 3 et que ça s'annonce pas très bien pour toi. Donc, arrête de dire que t'as de la chance. Il y a aussi ça. Il y a aussi ce regard-là, au début, un peu... chronique. Ouais. Je pense que ça va de pair avec une culpabilité. On va pas dire qu'on n'est pas bien. Bah si, en fait, on va dire qu'on n'est pas bien du tout. Et que c'est vraiment pas marrant. Et que c'est vraiment insupportable d'avoir ça, cet état-là. Ensuite, en revanche, vraiment, très sincèrement, j'ai mesuré ma chance. C'est-à-dire que dans ce désarroi et cette violence très forte du diagnostic du cancer, et donc de la peur d'une mort prochaine ou possible, et puis de la violence de savoir qu'on va devoir vivre avec cette maladie-là quand même au long cours, j'ai eu de la chance, et j'ai de la chance, j'allais dire d'abord d'être ce que je suis, c'est-à-dire d'avoir la capacité et la force de vie, pas la force au sens je suis une combattante et tout, parce qu'on entend beaucoup ça. Je ne crois pas que ce soit de cet ordre-là. Je pense qu'il faut arrêter de dire aux gens t'es une combattante, t'es une lutteuse, t'es une lionne, tu vas t'en sortir. C'est pas ça. Il ne s'agit pas de se battre. On se bat tout le temps dans la vie, tout le temps. S'il y a un endroit, à mon avis, où il faut arrêter de se battre et d'être dans une lutte, c'est ce moment de la maladie grave. D'autant que le cancer, c'est pas un virus qui te tombe dessus, ou non, c'est une maladie qui se crée à l'intérieur de toi. Donc, se battre contre soi, c'est précisément probablement le problème. Donc moi, j'ai pas la sensation d'avoir à me battre, je dois composer. Et donc cette force de vie qui m'a permis, qui me permet encore, dans la mesure du possible, de composer au mieux avec cette maladie, c'est une chance. Et puis, l'autre vraie grande chance, c'est d'avoir ceux que j'aime et celles que j'aime autour de moi, d'avoir cet amour-là, si porteur, et la tendresse, et l'affection, et l'amitié si forte, voilà, dont je bénéficie. Et la dernière chance que j'ai, et qui est au même stade que toutes les autres là, c'est la chance d'être bien soignée, d'avoir la possibilité d'être bien soignée ici en France, et que ça ne me coûte pas des sommes folles que j'aurais probablement pas pu délivrer, enfin, où les choses auraient été beaucoup plus compliquées. Donc on a un système en France de services publics qui est extrêmement précieux, et qu'il faut à tout prix préserver, parce que c'est déjà pas très marrant donc d'avoir un cancer, mais si en plus on peut pas se payer les soins, ben là c'est juste un enfer. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, j'ai eu et j'ai de la chance. Ouais. Tu parles de rituels. Pareil, ça m'a beaucoup parlé. Est-ce que tu peux nous parler de certains qui t'ont fait du bien, auxquels tu penses ? Je crois que j'aime bien les rituels, oui. Je suis quand même quelqu'un... C'est peut-être aussi en lien avec le théâtre. On ritualise pas mal le rapport à la scène. Le plateau, ce qu'on appelle le plateau, c'est un espace sacré. C'est un endroit où c'est pas le quotidien, quoi. Il y a quelque chose d'autre qui doit se produire et qui doit magnifier, donc faire grandir le réel, quoi. Donc j'avais ce rapport-là avec les petites habitudes qu'on a, qui sont aussi un peu superstitieuses, les petits cadeaux qu'on s'offre avant les premières. Voilà. Donc ce rapport au rituel, je pense que je l'avais déjà. Puis les habitudes quotidiennes que j'aime, voilà, le petit déjeuner, j'aime, parce que c'est un moment où je suis seule avec l'homme que j'aime. Et voilà, et démarrer la journée comme ça, ça a toujours été quelque chose que j'aimais. Là, je pense que ça s'est un peu accentué, ou en tout cas, ça a pris plus de relief. Et puis, c'était une manière aussi, tu sais, comme les enfants ont des rituels dans les jeux, quand ils s'inventent des histoires, ils ont tout un petit truc, ils composent et tout ça, et c'est très important. Et donc, par exemple, quand j'avais énormément de médicaments à prendre, en plus des injections, pour être sûr que les médicaments fassent leur boulot, je parlais aux médicaments. Je les embrassais avant de les avaler, et chaque pilule devenait un petit allié sympathique qui allait bien faire son travail.
Et je me disais pas, t'es en train de devenir folle, ma pauvre Françoise. Ça me faisait beaucoup rire. Et j'avais conscience de la distance que je mettais là-dedans, mais aussi de la force, comment dire, de la force vive, donc de la joie que j'arrivais à mettre dans le fait d'avaler cette pilule le matin, ce qui n'était pas non plus un truc très joyeux, parce que ça dérègle plein d'autres organes. Donc, tu vois, il y avait ce côté s'amuser avec le truc pas amusant. Donc détourner un peu tout le temps voilà. Et ouais, et puis par exemple, quand je pouvais plus du tout prendre les transports en commun, c'était donc un taxi qui venait me chercher. Et alors là, pour moi, qui prend jamais le taxi à Paris parce que je considère que c'est trop cher, ridicule, bon bref, les vieux réflexes là aussi complètement, comment dire, infondés en vrai, parce que si on a besoin de prendre le taxi, on le prend. Enfin, là, tout d'un coup, j'avais une voiture qui venait me chercher. Alors, elle venait me chercher pour m'emmener à l'hôpital, avoir des injections très désagréables qui allaient me brûler et provoquer des tas de désagréments. Donc, j'imaginais que j'étais Catherine Deneuve qui partait sur un tournage et qu'on venait chercher le matin, ou une espionne qu'on venait chercher, ou un ministre des Affaires étrangères. Voilà. Et ça m'amusait, le temps du trajet, de me raconter une petite histoire. Mais vraiment, effectivement, comme un enfant qui se raconte un truc, quoi, et qui y croit très fort. Voilà. Moi, j'ai toujours eu, vraiment depuis l'enfance, ce rapport au réel. Probablement cette capacité qui est née d'un besoin de survie, de sortir du réel quand il est trop douloureux et de s'inventer une petite histoire parallèle qui est plus rigolote. Et ma dernière question, est-ce que tu aurais un outil, un livre, un podcast, un écrit, quelque chose qui t'a marqué, aidé, inspiré pendant ce cheminement, ou qui t'inspire toujours, ou ce que tu es en train de dire maintenant? Ça peut être une référence. Ouais. Alors, il y a deux choses très, très, très différentes. Même trois. Quand j'étais à l'hôpital, tu sais, on n'a pas le droit dans la chambre stérile d'emporter grand-chose. Et donc, j'avais acheté quelques livres. Il fallait qu'ils soient neufs dans la mesure du possible pour être pas trop poussiéreux, etc. Et j'avais emporté des poèmes parce que c'était court et que lire de la poésie, ça me faisait du bien. Et c'était une anthologie d'un ami éditeur qui s'appelle Bruno Doucet. Et ces textes sont toujours très beaux. Et voilà, ça m'emmenait en peu de mots dans quelque chose de bienfaisant. Et puis j'avais un roman de Patrick Modiano. Parce que, d'abord, je le considère, alors que je ne le connais pas, contrairement à Bruno qui est un ami, mais je le considère comme un ami parce que j'aime ses textes. Et donc j'avais la sensation que ces livres-là étaient des amis. Et puis parce que c'est toujours très ancré dans la marche parisienne. Il marche dans Paris, Modiano, ces personnages. Donc ça me permettait d'être en marche dans Paris sans pouvoir le faire en vrai. Donc ça, c'était très, très, très bon. J'ai lu des textes qui m'ont fait rire aussi, et qui m'ont fait beaucoup de bien parce qu'ils me faisaient rire. Et je pense à des romans de Fab Caro qui m'ont fait beaucoup, beaucoup rire. Notamment Broadway. Ça m'a fait mourir de rire, c'était génial. Et j'ai lu un texte, alors j'essaye de me souvenir du titre et je ne sais pas si je vais le retrouver là. C'est un texte d'un médecin américain. Sinon, on remettra dans le descriptif. Oui, il s'appelle La guérison, le corps et les miracles, quelque chose comme ça. C'est un titre comme ça un peu ésotérique. Et en fait, il retrace sa vie de médecin et les rencontres qu'il a pu faire avec des patients atteints de maladies très graves et qui s'en relevaient. Et la magie relative de ça, disait-il, parce que tout le monde les condamnait et normalement, ils n'auraient pas dû s'en sortir. Et ils s'en sortaient. Et donc, il essaye de comprendre, de relier comme ça dans les comportements ce qui a pu favoriser cette bonne fin, quoi. Et ça m'a aidée aussi, ouais. Super, merci beaucoup, Françoise. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. C'était hyper riche.
On mettra toutes les petites références qu'on a citées au fur et à mesure dans le descriptif. On espère que ça vous a plu. C'était un bonheur d'enregistrer ce premier épisode avec toi. Merci Camille, moi aussi j'étais très contente. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Quand revient le printemps. Si vous avez aimé, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et de partager le podcast autour de vous. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et YouTube pour la version vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.